On va partir sur le petit résumé habituel avant la lecture que je vais essayer de faire assez rapide. Alors, je vais baisser encore un peu la. Après. Il y a moyen de rigoler, mais je sais pas encore. On en discutait justement un petit peu tout à l'heure, brièvement. On se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. Qu'est-ce qu'on allait faire? Alors moi, je disais bah voilà que il faudrait que ce soit manette ou même juste souris quoi, parce que j'aurais toujours ma main droite. Mais on va voir, on va voir. Je pense qu'il faudra que je teste. Voilà, ce sera la surprise. Est-ce qu'on refera les mêmes jeux? Est-ce qu'on changera de jeu? Voilà, il y a des idées, il y a une liste comme ça de jeux. donc, on a le choix. On a le choix. C'est pas les idées qui manquent. Maintenant, c'est faire un choix. Le résumé. Alors, le résumé. Donc, comme je vous disais, elle avait commencé par le mythe des enfants loups. Et bonsoir, Zipolette. Faut demander aux chats d'aider avec leurs patounes. Oui, j'aimerais bien, mais j'arrive pas à les dresser, hein, ces ballots. Parce que c'est vrai que s'ils pouvaient appuyer sur les touches quand il faut. Mais déjà, j'ai essayé de les dresser pour faire la vaisselle ou des trucs comme ça, des trucs que je pourrais pas faire. Bizarrement, ça n'a pas très très bien marché, hein. C'est dommage, hein, on était à ça. Hein, parce que là, ils ont 2 fois 4 pattes. Ouais, 8 pattes en plus, ça aurait été pratique. Mais bon, c'est facile, le choix facile, c'est l'état. Je ne sais plus qui en a parlé. Et bonsoir, Anar. Ça sert vraiment à rien, ces poilus. Oh, bah ça sert à donner de l'amour, c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Donc, elle avait commencé par le mythe des enfants loups en concluant que bah, c'était pas très fiable tout ça. Et d'ailleurs, au final, là où on s'en était arrêté, c'était un petit peu le même constat, même si elle s'appuyait sur, je crois, un anthropologue, si je me trompe pas, ou un psy, je sais plus. Bref, qui avait étudié le mythe des enfants loups et pour lui, c'était un peu vulgairement, je vais dire un peu de la connerie, des mythes loups. Mais il reconnaissait que, au vu du comportement des loups, enfin de la façon dont, dans les groupes de loups ça se passait, il pouvait y avoir une possibilité de et reconnaissait que voilà, il y avait une possibilité, que c'était plus probable en Inde potentiellement, mais il restait quand même très dubitatif sur tous ces mythes, heu, notamment parce que bah, ils sont anciens, on a des témoignages qui sont peu fiables, il y avait des intérêts économiques à l'époque comme aujourd'hui, voilà, c'est toujours la même chose. Hein, fallait faire du buzz à l'époque, et il faut toujours faire du buzz aujourd'hui. Les choses changent pas vraiment. Donc on en était là. Mais sinon, dans le résumé, on a, par rapport à la bipédie, on a la position de l'articulation crânio-vertébrale qui est centrale chez les humains, donc nous sommes des primates, alors que chez les autres primates, l'articulation est plus postérieure. Et cette position est importante pour la bipédie et notamment a certainement contribué au fait que le cerveau puisse se développer. Entre autres, bien sûr, il y a plusieurs facteurs, mais c'est une possible explication. Des différences aussi importantes au niveau du bassin. Le bassin des primates et notre bassin, lui, il est plutôt en V et plutôt, on va dire, ramassé, plutôt tassé en hauteur. Sauf que celui des primates est plutôt, lui, en longueur et plutôt les 2 ailes du bassin. Nous, on est en V, eux, c'est plutôt parallèle. Et ça, c'est lié aux contraintes qui vont être appliquées sur le bassin du fait de la bipédie. Les singes qui se suspendent, etc., vont être plutôt à étirer, entre guillemets, dans les contraintes, alors que nous, on va être en compression, d'où cette forme bien spécifique. Il y a l'importance du sacrum et de l'angle aussi de la surface du plateau sacré, de la base du sacrum, parce que celui-ci va accueillir les vertèbres, notamment les premières vertèbres lombaires, et son orientation va jouer sur l'orientation de l'ensemble de la colonne, avec, pour rappel, lordose quand on a un creux,
kyphose quand on a la bosse au niveau thoracique et de nouveau lordose au niveau des cervicales. Et ça, ces courbures, elles sont vraiment propres à l'être humain bipède permanent. Alors je rappelle bipède permanent parce qu'il y a d'autres espèces qui sont bipèdes, notamment les singes, mais ce ne sont pas des bipèdes permanents. Ce n'est pas leur mode de locomotion privilégié. Euh, euh, donc l'importance du sacrum, des courbures. On avait vu aussi la fameuse obliquité du fémur. On voit que le fémur est légèrement oblique, hein. On part un peu plus de l'extérieur pour revenir vers l'intérieur, alors que le tibia derrière est plutôt droit. Et cette obliquité fémorale, c'est pareil, c'est spécifique à l'être humain, à la bipédie. En plus de ça, le tidum, le bébé, quand il naît, son fémur n'est pas oblique du tout. Son fémur va devenir oblique suite aux contraintes qui vont être appliquées lorsqu'il va évoluer vers la bipédie. C'est même plutôt l'inverse chez les bébés. On a même plutôt les genoux en dehors, donc on pourrait presque dire que le fémur il part plus vers l'extérieur. Et on voit que là, c'est complètement l'inverse. On a un fémur oblique avec les genoux plutôt à l'intérieur. Il y a certains gens dans certains lieux qui ne sont pas bipèdes permanents non plus. Patapon, il est bipède, attention, il se met sur ses patounes arrière que pour attirer l'attention. Oui, bah oui, ça. Mais voilà, ils sont bipèdes, mais pas permanents. Donc ça, c'est la grosse différence. En fait, la grosse différence, c'est que avec les autres bipèdes, animaux qui peuvent avoir accès à la bipédie, c'est le fait que nous, on a une bipédie qui est efficiente, c'est-à-dire qu'elle est économe. On va dépenser peu d'énergie pour pouvoir se tenir debout et se déplacer sur nos deux jambes. Donc pareil, rectification par rapport au fait que on est les plus économes et on peut se déplacer le plus, etc. On est très efficace de ce côté-là au niveau de l'endurance, mais on n'est pas forcément l'animal le plus endurant. Alors, si on prend que la bipédie, oui, mais si on prend tous les modes de locomotion, euh, là, on voit que voilà, on est très bien placé, mais on n'est pas les meilleurs. Alors, il y a aussi la spécificité, comme le fémur est oblique, au niveau de la rotule, quand le quadriceps, qui est le muscle, hop, le gros muscle là fait des 4 chefs, un quadri 4, seps chef. Donc il y a 4 parties, mais c'est un gros muscle, c'est le gros muscle de l'avant de la cuisse, et on voit qu'il vient tirer sur la patella, sur la rotule. Et comme le fémur est oblique, ça va tracter un peu sur le côté. Donc, le corps s'est adapté et le fémur, il a prévu une petite encoche pour que la patella puisse venir se loger. Et sur la patella, on retrouve aussi la forme, mais en positive, pour venir bien se caler dans l'encoche pour éviter de partir sur le côté. Parce que une luxation de la rotule, c'est pas forcément très agréable, hein. Si vous avez connu ça, c'est voilà, de toute façon une luxation en règle générale, c'est rarement agréable, hein. Et donc ça c'est spécifique, hein, chez les primates. On n'a pas sur le fémur cette fameuse encoche, c'est plutôt plein. Et pareil au niveau de la patella, on a une patella ici qui n'a pas de relief, qui est plutôt plate, parce qu'on a un besoin du fait de leur déplacement arboricole, de plus de liberté, de laxité, et en plus de ça, ils n'ont pas cette obliquité fémorale. On peut donc dire que sur le schéma, la patella, oui, exactement, la patella. On n'attend pas Patrick, bah si, Patella, voilà, ça marche aussi. Dans les astuces mnémotechniques, faites-vous plaisir pour retenir. Après, si vous dites rotule, on saura de quoi vous parlez, et je pense même dans la plupart des cas, on saura de quoi vous parlez. Ah oui, les courbures vertébrales, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, les fameuses lordoses, syphoses, lordoses, on ne naît pas, pareil, Tidum, hein, le bébé, ne naît pas avec ses courbures vertébrales. Elles se développent, elles apparaissent au fur et à mesure de son évolution motrice vers la bipédie. Et aussi, ces courbures vertébrales, dans vraiment dans les courbures qu'elles dessinent plus ou moins marquées, elles sont le fruit justement de
de l'expérience de chaque petit homme. Donc, on a tous des courbures vertébrales différentes et spécifiques. Alors, on peut faire des moyennes, mais il n'empêche que la plage de variétés qui existe, elle est très très variée. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On est tous différents du fait qu'on n'a pas tous le même vécu pour arriver à la bipédie. En plus de ça, un enfant ne va pas forcément se mettre debout sur ses deux pieds et accéder à la bipédie s'il n'est pas encouragé par un entourage bienveillant. Donc il y a vraiment ce côté aussi très social chez les humains par rapport notamment à la bipédie, mais pas que, où il a besoin voilà, de ces encouragements, de cet entourage pour se redresser. Parce que bah, c'est pas forcément inné malgré ce qu'on peut penser. Encore une fois, le squelette du bébé n'est pas un squelette de bipède. Et ce sont les contraintes de l'évolution motrice quand il va se mettre à quatre pattes, puis commencer à se redresser en chevalier servant, puis se mettre debout en se tenant. C'est toutes ces contraintes-là qui vont être mises sur ses os, sachant que l'os, pour faire l'ostéogenèse, c'est-à-dire la fabrication de nouvel os, a besoin de ces contraintes. Contraintes de la gravité, contraintes aussi liées aux contractions musculaires. Et c'est ça qui va stimuler cette fameuse ostéogenèse. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette petite chose-là en tête, que nous sommes aussi tous différents de par notre parcours d'évolution motrice. On n'a pas, entre guillemets, tous le même squelette. Bien sûr, il y a une partie génétique, mais il y a aussi ce vécu-là qui rentre en jeu pendant l'enfance. On avait vu aussi que nos ancêtres, ils ont dû faire face à des changements environnementaux, que ce soit climatiques ou de paysage aussi. Et ils ont dû lutter contre l'hyperthermie parce que notre corps, nos cellules et en particulier notre cerveau sont très sensibles au changement de température, à l'augmentation de la température. Et d'ailleurs, notre corps cherche toujours un équilibre. On essaye en moyenne d'avoir un métabolisme qui permet d'être à peu près à 37 degrés de température. Et ça, qu'il fasse 5 degrés dehors ou 20 degrés dehors, peu importe la température, notre corps va chercher toujours à se stabiliser sur cette moyenne. Ça rentre dans le cadre plus ou moins de l'homéostasie, qui est cette recherche d'équilibre permanent de notre corps et de notre métabolisme. Sauf que à un moment donné, le paysage change, on a moins de forêts, moins d'arbres, donc moins d'ombre, plus de steppes, et on a aussi plus de chaleur. Donc, pour lutter contre l'hyperthermie, sachant qu'en plus de ça, le changement de cet environnement fait aussi que la nourriture devient plus rare, qu'il va falloir plus se déplacer et donc consommer plus d'énergie et donc surchauffer. Enfin, quand on consomme de l'énergie, ça dégage de la chaleur et qu'il faut évacuer. Donc, pour lutter contre l'hyperthermie, la première chose qu'on a faite, c'est améliorer la transpiration en n'ayant plus de cellules, de glandes sudoripares, donc de glandes pour suer, de transpirer, en particulier les glandes écrines. Et pour que cette transpiration soit aussi plus efficace, on a perdu nos poils. Parce que si on avait gardé nos poils, la transpiration serait beaucoup moins efficace. Donc, glandes sudoripares, je crois qu'on est entre 2 millions et 5 millions, un truc comme ça, et perdre des poils, même s'il nous en reste encore. Mais voilà, perte de poils, augmentation de la transpiration. Au niveau du cerveau, il y a aussi tout un système bien spécifique qui s'est développé pour refroidir notre cerveau. Comme je vous le disais, le cerveau est particulièrement sensible à l'augmentation de la température. Bah oui, c'est fragile cette petite bête-là quand même. Et là, il y a eu tout un système de sinus qui s'est développé autour du cerveau. Hop, tac.
Donc à travers ces réseaux, alors ce sont des sinus veineux, hein, c'est du sang veineux, donc du sang pauvre en oxygène, qui a déjà été consommé, par les organes, et ce sang est plus frais et vient du coup, refroidir, vous avez aussi toutes ces veines-là qui participent de ce réseau de refroidissement. Donc on a ces fameux sinus et en particulier le sinus caverneux où là, il y a une espèce de réserve de sang plus frais qui va permettre de refroidir le cerveau. Il y a aussi un circuit, parce que là, on est sur le circuit principal de refroidissement, mais il y a un autre circuit auxiliaire qui lui va même passer à travers le crâne par des tout petits trous, venir au niveau du cuir chevelu pour prendre entre guillemets l'air frais de l'extérieur et venir refroidir le cerveau. Et quand on a des fortes hausses de température interne, ce circuit auxiliaire est vraiment hyper sollicité. Par rapport au sinus caverneux, et c'est là où nous voyons que nous ne sommes pas les êtres magnifiques et supérieurs que certains veulent bien croire que nous sommes, mais nous n'avons pas le système de refroidissement du cerveau le plus efficace. Car au niveau de ce sinus caverneux, qui est, on va dire, une espèce de cavité dans laquelle est le sang veineux froid, certains animaux ont même un système où des artères, des petites artères, des petites artérioles vont venir baigner dans ce sinus caverneux. Plein de petits vaisseaux vont venir baigner dans ce sinus caverneux. Et là, le sang artériel, lui, c'est le sang qui vient du cœur, qui est chargé en oxygène et qui va aller vers le cerveau. Donc là, on va directement refroidir ce sang-là qui va au cerveau avant même avant même qu'il ait le temps d'atteindre le cerveau. Alors que nous, le sang chaud artériel, il va au cerveau et c'est après, via les sangs veineux, qu'on refroidit. Donc c'est encore un autre système. Et ce système-là s'appelle le réseau carotidien merveilleux, je crois. Réseau carotidien. Attendez, je l'ai marqué, j'ai marqué. Oui, c'est le réseau carotidien ou réseau merveilleux. Et bonsoir, Kéros. Et chez certains animaux, il n'est pas chez tous les animaux, ce réseau merveilleux. Il est que chez certains animaux. Et il n'y a pas forcément de corrélation entre le fait que l'animal soit réseau merveilleux, ça sonne bien, ouais. J'avoue que c'est la classe. Il n'y a pas forcément de corrélation entre le fait que ces animaux soient plus ou moins actifs, soient très actifs et qu'ils aient ce système-là de refroidissement super cool, quoi. Il y a pas de corrélation, c'est juste le hasard de l'évolution a fait que certains animaux ont développé ce système-là qui est plus performant pour refroidir leur cerveau et d'autres ne l'ont pas développé et nous faisons partie de ces autres, quoi. Et bonsoir Squirrel. Il a l'air génial ce logiciel. Oui, 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 ce logiciel c'est Anatomy Atlas 3D et vous avez une version qui est gratuite. Alors il est sur téléphone et sur PC. Je suppose sur tablette aussi. Vous avez une partie qui est gratuite et vous pouvez après la version payante, c'est pas, enfin après ça dépend de l'utilisation que vous en avez, mais c'est pas excessivement cher. Moi je l'avais sur le téléphone, mais après je l'ai acheté il y a quelques années parce que c'était pour mes études. Je crois que j'avais payé moins de 10 balles. J'ai 5 euros en tête. Et là, pour le PC, je sais même plus. Je dirais que c'était moins de 20 euros, mais je sais plus. Mais ouais, il est vraiment top hein, si vous aimez l'anatomie. Alors moi, dans les choses qui m'intéressent, je trouve qu'au niveau des nerfs, je le trouve un peu moins pratique. Je le trouve pas très pratique. Ça permet quand même de voir des choses, mais c'est le seul, enfin, pour mon utilisation, c'est le seul défaut que je lui trouve, mais il est très très bien. Et puis encore une fois, vous pouvez avoir accès à toute une partie gratuite, le tester et voir si ça vous convient ou pas, quoi. Donc ouais, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup donné son nom au tout début, je le fais un peu moins maintenant, mais vraiment, vraiment top, ouais. Ouais, ouais.
Hem y a pas y a pas je crois que, réseau merveilleux, réseau carotidien merveilleux, il y a pas particulièrement de trucs mnémotechniques à retenir, hein. C'est merveilleux, c'est voilà, c'est le système, qui est top, qui est merveilleux, quoi. Il y en a qui sont en water cooling, d'autres en ventilation. C'est un peu ça, oublié exactement, ouais, pour ceux qui font un peu d'informatique et à qui ça parlera, mais oui, oui, c'est un peu ça. Nous, on a choisi un mélange de radiation et de dissipation. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc ça, mine de rien, bah, c'est quand même, une partie importante, hein, tout ce réseau-là, de refroidissement de notre cerveau. Parce que même si, ça n'a pas forcément été, c'est pas ça complètement, enfin, le cerveau avait envie de se développer et le fait de développer ce système de refroidissement a levé un frein au développement du cerveau. C'est comme ça, que, les scientifiques, en tout cas à cette époque-là, à ce moment-là, puisque c'est un livre qui date de 2012, analysaient, la chose. En plus, on va continuer plus ou moins sur le cerveau quand même. Il y avait cette fameuse hypothèse des tissus coûteux en énergie, donc l'espèce de compétition, si on peut dire, entre le cerveau et les intestins, puisque les intestins, la digestion, eh ben, c'est pas gratuit en énergie. La digestion, ça coûte quand même pas mal d'énergie. Et sauf que le cerveau aussi, il consomme beaucoup d'énergie, hein. Je rappelle que notre cerveau consomme en moyenne 20% de l'énergie dont on a besoin, dont l'ensemble de notre corps a besoin. Donc au vu de sa taille, c'est énorme. Du coup, la théorie de l'hypothèse des tissus coûteux en énergie. On a ces deux choses-là, la digestion et le cerveau, qui demandent beaucoup d'énergie. Donc ils sont un peu en compétition. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Et ça va être aussi relié à ce qui est disponible autour des animaux. On va prendre l'exemple des singes. Dans les arbres, vous avez au final pas. Enfin, vous avez deux possibilités. Soit vous ne mangez que des fruits pleins de sucre, faciles à digérer, des jeunes pousses qui ont des protéines, etc. Et là, c'est relativement facile à digérer, mais il n'y en a pas beaucoup. Du coup, il faut pas mal se déplacer. Soit vous mangez un peu plus de tout, vous êtes moins difficile, avec de la nourriture qui est de moins bonne qualité au niveau énergétique aussi, mais du coup, il va falloir prendre le temps de digérer. Donc, deux stratégies. Soit bah, j'adapte la digestion et j'ai un intestin plus large, plus long pour avoir une digestion plus lente, pour tirer le maximum d'énergie de ce que je mange, même si c'est pauvre en énergie. Mais du coup, j'ai pas besoin de beaucoup de me déplacer. Et là, entre guillemets, on va dire c'est l'intestin qui gagne. Donc le cerveau ne va pas forcément grossir puisque l'énergie va être consommée au niveau de l'intestin. Soit je me déplace plus pour trouver la nourriture qui est facile à manger. Et du coup, je libère de l'énergie aussi pour le développement du cerveau. Et ça va en parallèle pour retenir les endroits où il y a des bons fruits, la période où ils sont disponibles, pareil pour les jeunes pousses, et avoir les trajets les plus efficaces, il faut plus de mémoire et donc plus de mémoire, un cerveau un peu plus gros. Donc c'est une hypothèse. Après, on a vu qu'il y avait un exemple où au final, ça remettait un peu en question cette hypothèse-là. Alors, disons que ça remettait le fait de pouvoir généraliser cette hypothèse, mais dans certains cas, elle restait valable. Et ça reste intéressant, en tout cas, du point de vue de bien comprendre que la digestion, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un coup de barre après manger, la digestion consomme de l'énergie. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Donc voilà, et on en était donc revenu. Elle refaisait un retour sur le mythe des enfants loups, puisqu'elle a rencontré donc une autre personne qui était, je crois, elle a regardé les recherches de Serge Harold sur les mythes dont elle a parlé au tout début, notamment ceux des deux fillettes en Inde, Kamala et Amala, auxquels Serge Harold ne donne a priori pas beaucoup de crédit. Et on en était arrivé. Une recherche sur les mythes. Avec Gamcro, vous faites la paire, oublie. Hein.
le mythe loup, le mythe, les mythes. Donc ça, on en était arrivé là où Serge Harold, sur le fait que Serge Harold parlait que l'hypothèse que les loups, de par le fonctionnement des loups, pouvaient potentiellement materner d'autres petites espèces, mais bon, leur espérance de vie est courte, hein, parce qu'il y a un moment donné où elles se réveillent et elles se rendent compte que oui, mais non, c'est pas la bonne espèce en fait. Euh, donc Serge Harold, s'il récuse massivement le mythe des enfants loups, reconnaît donc comme possible, particulièrement dans cette région de l'Inde, la découverte d'enfants vivant dans un état d'ensauvagement en forêt, en savane ou à leur lisière, qui peuvent avoir trouvé refuge dans une tanière abandonnée. Et on s'était arrêté là. Donc, on va reprendre tranquillement. Hop, je vais m'installer, me mettre bien. Je vais mettre un petit peu moins de lumière parce que voilà. Donc, l'objectif ce soir, je rappelle, hein, c'est de finir ce chapitre. Comme ça, on pourra réattaquer un tout nouveau chapitre, tout beau, tout neuf, la prochaine fois qu'on se retrouve. Donc, Wednesday avait 9 ans. Dans sa revue intraitable des innombrables cas relevés d'enfants loups, Serge Harold retient un cas présentant une certaine authenticité, daté de 1872, qui est contemporain de famine majeure. Cet enfant de 9 ans est découvert par les hindous qui sont allés à la chasse aux loups dans les environs de Minpuri. Après les louves, elles s'en rendent compte, c'est parce qu'elle n'a pas encore subi l'arnaque d'un coucou. Ouais. Alors les coucous, si vous n'avez pas la ref, c'est un oiseau qui pond en fait ses œufs dans le nid des autres espèces d'oiseaux. En fait, il vire les autres œufs et il met son œuf. Alors je crois son œuf essaye de mimer plus ou moins les, les œufs de l'espèce qu'il essaye de, enfin qui va envahir. Et en fait, il dépose son œuf et lui se barre. Et en fait, c'est l'autre espèce d'oiseau qui élève son bébé. Et c'est assez fou. C'est assez fou parce que ça fonctionne quoi. Ça fonctionne. Eux sont vraiment doués pour filer leur progéniture aux autres. Ouais, non, mais c'est assez impressionnant et en plus c'est pas les coucous ne font pas ça avec qu'une seule espèce d'oiseau quoi. C'est vraiment fou. Et alors en plus, ce qui est fou, c'est que le coucou est pas un tout petit oiseau. Et ça lui arrive de mettre son œuf dans des nids de tout petits oiseaux, de passereaux, qui sont des petits oiseaux. Et ça fonctionne quand même. Donc tu vois le bébé coucou, bah, il finit par grandir et qui est bien gros. Puis tu vois les deux parents qui sont plus petits, qui continuent de lui donner la béquille. Enfin, c'est impressionnant quoi. Surtout quand le coucou ado fait 2 fois la taille de ses frères et sœurs. Ouais. Mais je sais pas s'il reste beaucoup de frères et sœurs parce qu'en général, il me semble que le coucou va virer les autres œufs de la couvée. Après, j'ai un doute, mais j'aurais tendance à dire ça que c'est vraiment genre, vous allez vous occuper que de mon gosse. Mais je peux me tromper, ou peut-être qu'ils en laissent quelques-uns, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, grièvement blessé lors de sa capture, effectuée par enfumage de sa tanière, le terme, bref, ces derniers temps, on l'a entendu, dans laquelle les chasseurs pensent débusquer un loup, il est recueilli dans l'orphelinat de Sinkandra. Alors, je suis désolée si je prononce mal les noms, voilà, situé près de la grande ville d'Agra et qui reçoit une centaine d'enfants. Il n'est pas originaire des tribus arborigènes d'Inde. Il est appelé Wednesday, en souvenir de son jour d'admission à l'orphelinat, le 5 mars 1872. L'orphelinat est visité par nombre d'officiels de l'administration britannique, pour lesquels il aurait été aisé de dénier une histoire inventée ou falsifiée. L'institution emploie des dizaines d'adultes, des instituteurs et plusieurs missionnaires, contrairement au petit orphelinat du Persing qui ne comptait qu'un seul pasteur. Alors pour rappel, l'orphelinat du Persing, ouais, enfin, bref, que je dise Persing ou Persing, en fait ça donne Persing. Hein.
C'est la fameuse histoire de Kamala et Amala, où il y a des gros, gros doutes et voilà, où justement, bah, il y a qu'une seule personne. Les témoignages des missionnaires de Sinkandra sont fort éloignés d'une invraisemblance habituelle concernant les enfants loups. Les missionnaires rapportent que Wednesday avait tout d'un animal, qu'il buvait comme un chien, rôdait la nuit, mais s'égarait dans l'obscurité et avait développé un mode de locomotion quadrupède rapide, moins rapide cependant que celui des loups. Oui, mais après, c'est quand même pas un loup, mais à quatre pattes, on peut être très rapide aussi. Harold souligne l'intégrité physique et psychique de cet enfant loup qu'il reconnaît comme une rareté. Wednesday avait le visage fin et ne présentait aucun handicap ou aucune disgrâce physique qui eût pu conduire à son abandon initial. Il semblait un authentique enfant sauvage ayant survécu seul dans une tanière. Sa probable existence en compagnie d'une louve ne pouvant être que très antérieure à sa capture. Harold souligne le comportement animal très élaboré de ce garçon. Sa locomotion quadrupède agile ne peut être liée à une affection neurologique ou orthopédique qu'il aurait compensée en marchant à quatre pattes. Il repousse tout repas qui ne soit pas de viande crue et s'affaire à ronger les os qu'il flaire longuement. Donc là, il dit, oui, en gros, il y aurait pas de, il n'aurait aucun problème de physique qui expliquerait sa marche à quatre pattes. Et si les repas qu'il mange, c'est vrai que ça fait penser à des repas de loup potentiellement, quoi. Ce probable enfant loup présente une inversion du rythme veille-sommeil. Dans la journée, il demeure dans les coins sombres, mais son comportement de retrait diurne ne ressemble pas au repli de l'autisme. De même, son absence d'affection élémentaire, comme le rire ou la joie, n'est pas rattachable à cette pathologie. Seule apparaît son irritation lorsque l'on le revête d'habits qu'il refuse. Bon, après, si on a un hominidé qui va aussi vite qu'un loup, c'est qu'il s'est passé un truc horrible au niveau des coudes et des chevilles. On n'est pas vraiment fichu pareil. Oui, 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 c'est sûr que effectivement l'articulation des genoux est inversée. Enfin bref, oui, oui, il y a des choses. Voilà, on n'est pas des loups. Comme on n'est pas des souris, on n'est pas des loups. Ah, là, apparemment, quand même, le Serge Harol, hein, qui autant il disait que l'histoire du piercing, c'était un peu voilà, des conneries. Là, il a l'air de donner un peu plus de crédit quand même à cette histoire. Donc, c'est assez intéressant, même si, on rappelle, hein, 1872, ça fait loin et ce n'est que des témoignages. Wednesday réalisa durant sa très courte resocialisation des progrès considérables comme l'usage de la tasse, de la cuillère et de la fourchette. Alors qu'il acquit en peu de temps la faculté de préhension manuelle et sait dorénavant porter un récipient à sa bouche, il persévère à laper les liquides en inclinant le visage vers le sol, quelle que soit la source de ce liquide, rivière, mare ou récipient. Comment expliquer la présence de cet enfant dans une tanière? Fut-elle dépeuplée de tout loup? S'est-il égaré trop jeune en forêt? Wednesday ne survécut que 4 mois dans l'orphelinat. Il attrapa la fièvre, cessa de manger et finit par mourir. Ça, c'est triste parce que, en fait, on se met en remettant. Alors, on ne sait pas depuis combien de temps il était en forêt, mais ça devait quand même faire un certain moment au vu de son comportement. Mais en 4 mois, il lui a suffi d'être en contact avec l'homme et avec ses virus pour malheureusement décéder, quoi. Tel est donc le cas retenu par Serge Harold comme probable enfant loup, trop tôt décédé pour pouvoir en apprécier les progrès après sa capture. Mais jusqu'en 4 mois, ça fait court pour savoir que pour en savoir plus sur l'évolution qu'il aurait pu avoir par la suite, est-ce qu'il aurait pu se resociabiliser. Voilà. Donc, un cas probable retenu.
Wednesday, ça veut dire mercredi, hein, on est d'accord, hein. Monday, Tuesday, Wednesday, oui, c'est ça. Et c'était le 5 mars 1872. Donc si on vous demande un jour quel jour c'était le 5 mars 1872, vous pourrez dire c'était mercredi. Voilà, ça, pour se la péter un peu. Deux cas d'enfants sauvages restaient quadrupèdes. Notons, notons que, pour le propos qui nous occupe, ce n'est pas tant le fait qu'un enfant soit élevé par une louve qui importe, mais que l'enfant soit abandonné très jeune et que l'on puisse observer comment, livré totalement à lui-même, il se déplace au sol. Alors c'est surtout ce qui l'intéresse, elle, parce que bon, je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes dans ce cas-là, sur d'autres comportements. En 4 mois, ce qu'on a retenu, c'est la capacité à appréhender l'usage d'outils et l'appréhension probablement palentisme, un cycle inversé et un système immunitaire inadapté. Oui. Après, comme, enfin voilà, c'est ce qui en ressort. Ah oui, oui, oui. Après, je sais qu'il y a des trucs et astuces pour retenir les jours de la semaine en fonction des dates et tout. Je sais qu'il y a des astuces, mais j'avoue que je les connais pas. Après, là, c'est vrai qu'on a, par rapport à Wednesday, on a vraiment un résumé des conclusions de Serge Harold. Je sais pas à quoi il a eu accès exactement, mais c'est plus son ressenti par rapport à ce qu'il a pu lire, où il a exclu le fait que ça puisse être ça ou ça. Mais voilà, mais difficile d'en savoir plus de toute façon, hein. Hop. Deux cas d'enfants sauvages restés quadrupèdes. Notons que, ah bah ça j'ai déjà lu. Serge Harold révèle deux cas avérés datant de l'année 1895. Deux garçons d'une dizaine d'années amenés au magistrat britannique Brown. Ce dernier témoignage de ces deux enfants était Ce dernier témoignage que ces deux enfants étaient incapables de parler émettait des sons grossiers. La peau de leurs genoux, de leurs coudes et leurs paumes de main étaient durcies et ils marchaient sur les mains et les genoux. Oui, d'où le fait d'avoir les coudes et les genoux et les mains avec la peau durcie quand vous êtes à quatre pattes, c'est tout à fait normal. La peau de vos pieds, elle est plus tannée que la peau de vos mains, sauf si vous êtes très très manuel, mais c'est logique. Ils déchiraient la nourriture comme des bêtes. Des investigations furent menées et il n'y avait aucune raison de douter de l'histoire de leur découverte dans un terrier de loups abandonné. Wednesday et ses deux enfants, tous trois ayant à peu près le même âge, autour de 10 ans, représentent des témoignages importants, confirmant que ces trois enfants sauvages n'ont jamais appris à marcher bipède et sont restés quadrupèdes. Il atteste encore une fois que la marche bipède n'est pas inscrite dans nos gènes. C'est vraiment, même si il y a malheureusement ces enfants placards qui restent quadrupèdes, qui ne sont pas forcément bipèdes, elle n'a pas pu les étudier pour des raisons bien évidemment éthiques. Donc les enfants placards, c'est les enfants qui ont été exclus, rejetés par leur famille, qui n'ont pas connu, qui n'avaient pas d'entourage, pas d'amour, etc. Donc, pas d'encouragement à se mettre debout. Et voilà, elle n'a pas pu les étudier pour des raisons éthiques. Et c'est toujours cette recherche. Du coup, elle essaye d'avoir des faisceaux d'indices pour, on va dire, confirmer quand même cette hypothèse qu'on a vraiment besoin d'encouragement pour accéder à la bipédie. C'est pas quelque chose qui est programmé dans nos gènes, c'est pas naturel. Alors ça peut paraître déstabilisant dit comme ça peut paraître bizarre, mais encore une fois, je rappelle que le squelette de l'enfant n'est pas un squelette de bipède. Donc, même s'il y a quelques trucs qui sont là, enfin voilà, il y a des petits trucs, le truc de la rotule et du fémur, c'est là à la naissance, enfin bref, alors que, si t'as pas de fémur oblique, il n'y a pas besoin d'avoir ça.
et en même temps, le fait bureaublique vient, uniquement quand tu te mets debout. Enfin voilà, c'est les petites particularités, les petites blagues, de la nature, quoi. Donc voilà, donc elle est à la recherche de tous ces indices, de tous ces faisceaux d'indices pour, confirmer, que la marche bipède n'est pas inscrite dans les gènes et qu'elle est, le fruit, bah, de notre côté sociable. Heu, de ce que je comprends, Sergent faisait surtout la chasse aux enfants modelés ou simplement liés à un retard maladie cognitif. Bah, il cherchait les fausses histoires, en fait, comme typiquement celle du piercing où ça a été, où il en a fait une histoire il a romancé quelque chose pour en tirer un bénéfice financier. Donc voilà, et il recherchait aussi effectivement, est-ce que, les troubles qui étaient observés chez certains enfants, étaient d'origine soit physique, soit, enfin étaient d'origine pathologique, on va dire. Ce qui expliquerait aussi que ces enfants avaient été abandonnés. Donc voilà, mais du coup, c'est on peut pas non plus, prendre pour exemple des enfants qui ont en fait une pathologie de base et qui marchent, qui sont éventuellement quadrupèdes ou qui présentent certains comportements qui sont liés à cette pathologie. Ce qui est normal, quoi. Donc Marie-Angélique, seul enfant sauvage revenu à une vie entièrement normale. Le seul exemple d'enfant sauvage authentifié de façon indubitable par Serge Harold et qui est revenu à une vie totalement normale est celui d'une jeune indienne, Marie-Angélique. Ce cas ne nous renseigne en rien cependant sur notre sujet, car elle apprend, sans aucun doute, à marcher normalement à l'âge requis. Née en 1712, cette petite Amérindienne du Wisconsin, alors colonie française de la tribu des Renards, grand ennemi des Sioux et des Français, très jeune déjà, elle sait nager et coudre des vêtements de peau. Elle vit en forêt dans le Wisconsin jusqu'à l'âge de 8 ans. Du Canada, elle vient en France en 1720 sur un navire qui accoste en Provence. À la suite de la Grande Peste qui sévit en novembre 1721 dans la région, elle erre durant une dizaine d'années dans les forêts du Royaume de France. Ok, donc là, la particularité, c'est qu'elle était d'abord dans une tribu, son origine, elle est quand même identifiée. Effectivement, euh, elle apprend à marcher, parce qu'elle vit normalement dans sa tribu, elle sait nager, elle sait coudre des vêtements, donc elle est sociabilisée et ce jusqu'à l'âge de 8 ans. Quand elle part, il y a la grande peste et c'est ça qui l'amène à errer en forêt pendant une dizaine d'années. Donc en fait, là, c'est encore un parcours un peu différent. Donc elle a le squelette du coup bipède, puisque à 8 ans, par rapport à la marche en tout cas, le squelette est formé, même si les cartilages, il y a une partie des cartilages de croissance qui sont toujours là, mais par rapport à la lipédie, normalement, le squelette s'est formé. Donc on n'est pas sur des enfants qui ont été abandonnés dès la naissance, quoi. Vraiment l'inverse, quoi. C'est un cas, on va dire, un peu atypique. Elle est quand même pendant 10 ans livrée elle-même en forêt. Et bonsoir Maskini, comment ça va? Euh, donc, elle est capturée en 1731 à Songy, dans la partie aride de la Champagne, où l'absence de massif forestier la met dangereusement à vue. Elle a alors 19 ans. Marie-Angélique est le seul enfant sauvage qui, découvert dans un état de forte régression comportementale, aurait ensuite présenté une résurrection intellectuelle. Elle apprend ainsi à lire et à écrire. Elle décède riche à l'âge de 63 ans le 15 décembre 1775 à Paris, alors pensionnée par la reine de France. Nous possédons des écrits d'elle et même, fait exceptionnel, la mention des livres de sa bibliothèque, puisqu'un inventaire notarié de ses biens est dressé en janvier 1776, un mois après son décès. Et merci Musky pour le lien sur le Discord. Oui, n'hésitez pas à venir sur le Discord en plus de tout ce que vous allez pouvoir y retrouver et aussi vous retrouver sur Discord.
bah, vous aurez aussi certainement les infos par rapport, voilà, à la situation un peu particulière, post-opératoire, à venir et les réseaux sociaux aussi, je pense que je vous tiendrai au courant, dessus. Alors il y a YouTube aussi maintenant, donc comme ça, si vous avez envie de vous refaire les replays de lecture ou voilà, ou les en bref ou, d'autres lives sur certains sujets, bah, hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, sur le YouTube. Alors autant je suis pas tentée par la peste, la fuite, la forêt et cetera, mais je veux bien aussi mourir riche et pensionnée, ouais. Ah oui, non, c'est sûr. Après, je pense que enfin, je sais pas si attends, est-ce que derrière il continue d'en parler? Non. Mais je pense que clairement, son histoire a fait le tour un petit peu de voilà, de France et d'ailleurs et que c'est ce qui a certainement, contribué à sa richesse, et le fait qu'elle était pensionnée, tout ça, quoi. Mais, bah, j'ai envie de dire tant mieux pour elle, quoi, mais je sais pas, ouais, comment, enfin, si elle a écrit un livre, est-ce qu'elle a écrit un livre, sur son histoire, du coup? Heu, enfin, ce serait intéressant de savoir comment elle a vécu tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle en retient? Après, bon là, la particularité, c'est quand même, c'est une enfant qui s'est démerdée toute seule pendant 10 ans dans une forêt, donc c'est quand même pas un rien. Mais on voit que l'homme a quand même cette capacité, enfin, à revenir à un certain, état vraiment sauvage, quoi, quand il est loin de enfin, quand il est vraiment coupé, de la sociabilisation. Donc enfin ouais, ça serait intéressant, ça serait intéressant. Je serais curieuse de lire un petit peu tout ça, quoi. Hem, Au total, malgré l'amère déception concernant le livre du piercing, on rappelle que c'était vraiment l'histoire, qu'elle avait comment, vraiment, poncée au tout début du livre où elle avait, enfin, elle était hyper emballée par cette histoire de Kamala et Amala et malheureusement, bah, déception. Qui retire bien de la poésie à l'histoire de Kamala et d'Amala que je vous ai rapporté, on peut néanmoins se reposer sur la certitude des témoignages évoqués précédemment. L'enfant loup ne se met jamais debout ou, plus justement, l'enfant sauvage abandonné n'apprend jamais tout seul le comportement bipède et reste quadrupède, tout comme l'enfant placard étudié par Boris Cyrulnik. Donc c'est vraiment comme je vous disais, hein, c'est l'idée de ces recherches par rapport au mythe des enfants loups et cetera. C'est vraiment de confirmer cette hypothèse que, sans encouragement, l'enfant ne se, redresse pas de lui-même et reste quadrupède. Donc la bipédie n'est pas, quelque chose, de génétique. Ce n'est pas inné. Alors je vais regarder